bonsoir et bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, peur sur la ville de Bamenda, des échanges de coups de feu entre les forces de sécurité et des bandes armées retentissent en ce moment dans la capitale régionale du Nord-Ouest. À l'origine de cette montée d'adrénaline, le décès d'un policier abattu à bout portant par deux individus à bord d'une moto. Effondrement du pont Pallard, le thermomètre de la colère explose chez les populations de Marois. Elles accusent le gouvernement d'avoir négligé leur localité, pourtant reconnue comme vivier électoral du RDPC, parti au pouvoir. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, peur sur la ville de Bamenda, des séparatistes sur une moto ont ouvert le feu sur des policiers en faction en plein centre-ville de Bamenda ce matin. Une attaque qui a causé le décès d'un policier. Une chasse à l'homme s'en est suivie avec échange de coups de feu entre séparatistes et forces de l'ordre. Par ailleurs, d'autres échanges de tirs entre groupes armés et forces de sécurité ont suscité de grosses frayeurs dans certains quartiers de la ville de Bamenda. Vous le voyez en image, des commerçants apeurés ont déserté leurs boutiques. Certains habitants, terrés chez eux, ont filmé des scènes de guerre dans les rues de Bamenda. Exactions et tueries dans les régions en crise. Le Centre africain pour la promotion des droits humains et la démocratie accuse les séparatistes et les militaires de graves dérives sur des civils. L'ONG camerounaise coordonnée par l'avocat Félix Agbor Rumbala l'a fait savoir dans un communiqué rendu public hier. L'économie, c'est avec Jean Pochouniat. Dans le nouveau rapport de Center for Human Rights and Democracy in Africa, l'ONG camerounaise dénonce d'innombrables dérives, exactions, abus graves des séparatistes et militaires sur les populations civiles dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest. Assassinats, meurtres, exécutions sommaires et extrajudiciaires, kidnapping avec exigence de rançon, détention arbitraire, torture et exactions de toutes sortes perpétrées par des Amba Boys et les militaires durant les 4 derniers mois de mai à août 2020, révèle le rapport du CHRDA. L'ONG de l'avocat Félix Agbor Rumbala Congo cite en illustration des gaffes des deux belligérants sur des civils non armés. Dans cette partie du pays en guerre, les séparatistes menacent, kidnappent, violent et tuent les populations civiles. En mémoire, la décapitation de Comfort Thomas Sangamuyuka, l'enrôlement des enfants soldats dans le conflit armé ou encore la destruction des infrastructures. Côté forces de défense et de sécurité, les plaintes de Center for Human Rights and Democracy sont à n'en plus finir. L'on cite en vrac des opérations militaires qui ont ôté la vie à des dizaines de civils, incendié des centaines de maisons, interpellé des innocents, incarcérés et torturés à mort à Maoutou, Mbangem, Tiko, Kumba, Opa Bondouma dans le sud-ouest, Bello, Ananja, la fusillade de Balimaket, Woum dans la région du nord-ouest, relate ce rapport publié dans la journée du 31 août 2020. Déjà dans un communiqué de presse du 13 août 2020, le coordonnateur du CHRDA, Maître Agbor Rumbala Congo, appelait les séparatistes et les forces gouvernementales à mettre fin aux tueries, pillages, tortures, intimidations et détentions arbitraires dans les deux régions du Cameroun anglophone. Effondrement du pont Pallard à Marois, les populations très remontées contre le gouvernement. Elles ont exprimé leur mécontentement sur le délabrement très avancé des infrastructures de leur région. On voit tout cela dans ce reportage d'Amadou Daïrou et Kedjara. Moins de 72 heures après l'effondrement du pont Pallard sur la nationale numéro 1 qui relie la ville de Marois à N'Djamena, les populations digèrent toujours très mal la pilule. On a pleuré l'année passée, au même moment, le pont de Baouliol qui était à l'intérieur de la ville de Marois. Mais aujourd'hui, nous pleurons le pont Pallard. Notre pays n'est pas un pays qui prévient, n'est pas un pays sérieux. On ne peut pas avoir un national numéro 1 pareil
et qui n'est pas entretenu des années. Les autorités doivent, selon lui, accorder à la ville de Maroua le sérieux qui lui sied. Nous souhaitons que le gouvernement prenne ses responsabilités et prenne la région de l'extrême nord et notre population au sérieux. Ce n'est pas pendant les élections qu'on nous connaît et on ne nous connaît pas sur le plan du développement parce que l'extrême nord est une bastion soi-disant du RDPC mais qui n'a jamais bénéficié même 1 kilomètre de route. Depuis 38 ans, on n'a pas eu 1 kilomètre de route bitumée. Immédiatement après l'effondrement du pont Palard, des mesures ont été prises par le maire de la ville afin de limiter les dégâts. Toutes les dispositions ont été prises pour que la circulation ne soit pas interrompue. Juste après l'incident de Palard, comme nous pouvons l'appeler ainsi, eh bien la voie de contournement a été identifiée et rendue publique à l'intention, n'est-ce pas, de tous les usagers de la nationale numéro 1 qui vont vers Mora, Kousseri, voire même Djamena. Et la fluidité est effective sur l'ensemble du corridor que nous avons identifié et dont l'administration a validé. Des mesures jugées insuffisantes par Aboubakar Aladi, le président des Jeunes du Septentrion, qui explique que l'effondrement de ce pont n'est que le début des catastrophes qui pourraient s'abattre sur la ville de Maroua avec les saisons de pluie. La saison de pluie, on a encore 1 mois il va pleuvoir. Donc les inondations vont continuer. Et à l'intérieur de la ville, d'où les camions font des déviations, sont des routes qui sont déjà dégradées. Et qui sont en phase terminale. La ville de Maroua n'attend pas de dons de matelas, des litres de diamaor ou des kits pour se coucher. Nous voulons des grands travaux. Et des grands travaux sérieux qu'on développe la ville de Maroua normalement. Après la réunion de crise de ce lundi, une autre réunion a été convoquée au cours de la journée du 1er septembre par Midi Awa Bakari, le gouverneur de la région, qui annonce une forte délégation interministérielle dans la ville de Maroua au cours de la semaine prochaine. Glissement de terrain à Ngouti dans le Coupé Manengouba, les populations sinistrées reçoivent du réconfort de l'État. Le préfet de ce département, Jean-Marc Tchakui, est allé évaluer l'ampleur des dégâts sur le terrain et c'était en présence de notre reporter Eric Fopoussi. Une semaine après le glissement de terrain massif, l'arrondissement de Ngouti, département du Coupé Manengouba, dans le sud-ouest Cameroun, reste terriblement marqué par cette catastrophe naturelle. Vendredi 28 août dernier, quand la tragédie survient, des pans entiers de montagnes s'affaissent. Conséquence, des maisons sont ensevelies. À cet endroit, 3 corps ont été déterrés, une femme et ses enfants. Were being removed. This is a spot where the mother and child were being removed and immediately buried somewhere around here. Le désastre s'observe également à travers des routes bloquées. The route has been cut off completely cut off. It's in Gungu Shop. The dead landslide between Gungu Shop. C'est dans ce contexte de sinistre absolu que les populations de Ngouti ont reçu le préfet du département du Coupé Manengouba. Jean-Marie Tchakui est venu leur apporter le réconfort. After the landslide that occurred on last Friday in Opan Congo, the Honorable Minister of State Administration, Excellency Paul Atangandi, sent me to come and comfort the population and to hand to them the basic items sent by the head of state and Excellency President Paul Biya. That's the reason why we are here today. We have seen how we handled the ceremony. Après le glissement de terrain, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, m'a envoyé avec un message du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est conscient de vos souffrances. Il vous fait don de ces articles de base. C'est un accompagnement moral et matériel.
Au total, 40 matelas, 100 couvertures, 100 seaux, 10 cartons de savon, 10 cartons d'huile, 10 cartons de sardines, 5 cartons de sucre, 20 sacs de riz et un appui financier de 3 800 000 francs CFA ont été distribués aux sinistrés. Et depuis sa désignation comme présidente de l'Union démocratique du Cameroun, en remplacement de son époux décédé, Patricia Tomanou Ndamjoya effectue sa première descente sur le terrain. Le nouveau maire de Fumban s'est rendu à Koutaba pour remobiliser ses troupes autour des idéaux de leur parti pour des combats futurs. Mama Soufone et Isabelle Carole-Zoupet. À Koutaba, dans le Noun, région de l'Ouest, l'Union démocratique du Cameroun poursuit sa rentrée politique, entamée il y a quelques jours, après une longue absence observée depuis la disparition de son président fondateur, le docteur Adamou Ndamjoya, en mars dernier. Merci. Ici, les militants et sympathisants venus en grand nombre réservent un accueil chaleureux à la présidente du parti. Une occasion pour ces derniers de saluer une fois de plus la mémoire du disparu et de rappeler les multiples chantiers entamés par ce dernier pour améliorer les conditions de vie des populations. Une école à cycle complet, un centre de santé, un centre olympique ici à Koutaba. Les travaux de mise en œuvre ont déjà commencé. Ces populations réitèrent tout leur soutien à l'UDC dans cette bataille pour la conquête du pouvoir. Être et agir ensemble dans le savoir-faire, le savoir-être pour rendre les citoyens camerounais heureux. Patricia Tomanou Ndamjoya, maire de Fumban, exhorte ses militants à rester fidèles à l'UDC. Nous sommes là pour vous dire merci. Vous êtes le bouchon de la résistance. Ça veut dire que c'est vous qui êtes là où il y a une porte qu'on ne doit jamais traverser. Et c'est vous qui êtes cette porte-là. Il est question pour l'Union démocratique du Cameroun, à travers ce périple, de remobiliser ses militants pour les échéances à venir. Mettre fin à l'insécurité, la délinquance juvénile, les litiges fonciers sont là quelques chantiers qui attendent le nouveau chef du village Mélon Centre dans le département du Mungo. Des recommandations faites par l'autorité administrative au cours de sa cérémonie d'installation. Julien Guignondé et Cyril Ndiemba. Monsieur Ehapenda Calvin Richard, je vous déclare solennellement installé dans vos fonctions de chef traditionnel de 3e degré du quartier 4 de Mélon Centre. Orphelin de son chef depuis près de 6 ans, le village Mélon Centre était abandonné à lui-même. Devenu un foyer d'insécurité, avec une jeunesse livrée à la consommation de la drogue, la pratique des jeux de hasard, autant de fléaux qui ont freiné le plein épanouissement des populations et le développement du village. La commercialisation et la consommation des drogues et autres substances psychotropes qui ont trouvé leur nid au quartier 4. Pour mener à bien cette tâche, il s'avère impérieux de réactiver ou de redynamiser le comité de vigilance avec l'appui des responsables des forces de maintien de l'ordre. Désormais, un nouveau jour se lève sur le village Mélon Centre avec la désignation de son tout nouveau chef, Sa Majesté Ehab Penda Calvin, installé dans ses fonctions par le sous-préfet de la localité. Avec l'appui des responsables des forces de maintien de l'ordre, soyez animés du principe du respect de la hiérarchie. Ne vous comportez pas comme certains chefs qui se caractérisent par des attitudes de défiance vis-à-vis de l'autorité administrative, ou qui voudraient se substituer à elle. Je vous exhorte donc à être une véritable courroie de transmission entre l'administration et les populations. Les autres chefs traditionnels présents à la cérémonie insistent sur la nécessité de préserver les us et coutumes dans le choix
de tout gardien de la tradition. On ne peut aliéner ce que nos parents nous ont laissé comme héritage. Et je prie que le nouveau chef soit un homme humble. Je prie qu'il ait des bonnes collaborations avec l'autorité traditionnelle et l'autorité administrative. Nous voulons la paix et la cohésion sociale. Âgé de la soixantaine, le tout nouveau chef succède à son père, Penda Doumbé Richard, qui régna pendant 43 ans dans le même village. Plusieurs pays africains se préparent pour l'élection présidentielle qui se tiendra en fin d'année. Que ce soit en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine comme en Guinée-Conakry, l'ambiance préélectorale est déjà tendue. Les partis au pouvoir et l'opposition sont à couteau tiré. Gladys Sidi. Sortie massive des soutiens de Laurent Gbagbo. Ils se sont réunis devant la commission électorale indépendante au dernier jour du dépôt des candidatures en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Les nombreux partisans de l'ancien président de Côte d'Ivoire ont ainsi défié l'institution en bravant l'interdiction de rassemblement sur la voie publique instaurée jusqu'à la mi-septembre. Les soutiens de Laurent Gbagbo ont déposé sa candidature malgré sa radiation des listes électorales. L'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Peu importe si Laurent Gbagbo se trouve toujours à l'étranger, ses partisans ont foi en lui ainsi qu'à son élection à l'issue de la présidentielle à venir. Nous avons foi. Qu'il soit présent ou absent, le président Gbagbo sera élu en Côte d'Ivoire et sera le président de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est un citoyen qui est libre, il a été acquitté. Donc aujourd'hui là, il a le droit de poser sa candidature. Guillaume Soro, lui aussi privé de ses droits civiques en Côte d'Ivoire et en exil, n'entend pas lâcher prise. Ses soutiens en appellent au Conseil constitutionnel. Que le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité, après ce que notre pays a connu, de faire respecter les droits fondamentaux de l'homme et surtout de valider les candidatures. Et la classe politique en Guinée-Conakry se déploie aussi en vue de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat. Son parti l'a indiqué lundi 31 août, alors que les partis politiques d'opposition alliés à des organisations de la société civile ont multiplié des manifestations pour s'opposer à un troisième mandat de Alpha Condé. Et puis en RCA, Catherine Samba Ponza, l'ex-présidente de la transition de 2014, affiliée à aucun parti politique, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Et l'ex-chef de l'État centrafricain François Bozizé a lui été désigné par son parti. Du côté du parti au pouvoir, l'on n'a pas encore déclaré de candidat. Il y a peu de doute sur l'identité de celui qui représentera le MCU. Le président sortant Faustin Archange Touadéra devait être investi cette semaine à l'occasion du congrès du parti présidentiel, mais il a été finalement repoussé d'1 mois. L'élection présidentielle en République centrafricaine est prévue pour le 27 décembre prochain. Mesdames et messieurs, c'est avec ce reportage de Gladys Sidier que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques secondes Serge Alain Autou pour la deuxième partie d'Equinox Soir. Serge Alain. Vous avez dit en début de journal, Julien Berthe Bizissaï, que Bamenda, il y a eu véritablement peur pour les habitants de la ville de Bamenda aujourd'hui. Il faut le préciser, Serge Alain Autou, c'était la panique générale à Bamenda, au nord-ouest Cameroun. Des tirs nourris entre les forces de sécurité et des bandes armées ont suscité de grosses frayeurs chez les populations. À l'origine de cette montée d'adrénaline, c'est le décès d'un homme en tenue abattu par des séparatistes en plein centre-ville. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Très bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Voilà.